Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Nous sommes à Londres, le 7 août 1888. Le jeune journaliste, Thomas Harding, se hâte à travers les rues animées de Fleet Street, le quartier des médias de l'époque, pour rejoindre son bureau au sein du prestigieux Daily News. Thomas Harding est un jeune homme curieux et ambitieux, qui vient de débuter sa carrière quelques mois plus tôt dans le monde effervescent de la presse londonienne. Pour lui, le journalisme est une véritable vocation. Consciencieux et travailleur, il ne compte pas ses heures pour écrire ses articles, à une époque où le sensationnalisme est le maître mot pour faire vendre. Toujours armé de sa sacoche en cuir et de sa casquette en tweed, Thomas aime aller sur le terrain, même si cela signifie parfois se rendre dans des endroits dangereux ou peu recommandables. Lorsque Thomas arrive dans les bureaux du Daily News, l'un des grands quotidiens libéraux et progressistes de l'époque, il voit une partie de son équipe s'agiter. Et pour cause. Son rédacteur en chef vient d'annoncer que la Metropolitan Police a retrouvé cette nuit une prostituée lardée de 39 coups de couteau dans le quartier lugubre et misérable de Whitechapel. 39 coups de couteau ? Mais qui diable a pu s'acharner sur cette pauvre femme ? Thomas est tout de suite intrigué par l'affaire. Mais malgré la violence inouïe du crime, les collègues de Thomas ne se bousculent pas pour prendre le sujet. En effet, le statut de la victime et le quartier où le crime a eu lieu en font malheureusement un fait divers presque banal pour l'époque. Le quartier de Whitechapel est l'un, si ce n'est le quartier le plus pauvre et le plus déshérité de Londres. Situé dans l'East End, à la pointe est de la ville, ces rues abritent des ouvriers, des indigents ou encore des immigrés ayant fui la famine en Irlande ou les pogroms en Europe de l'Est. Tous, ou presque, vivent dans des conditions déplorables, parmi la vermine et la saleté, et peinent à se nourrir convenablement. Alors, devant la quasi-indifférence générale, Thomas saisit l'opportunité et demande à son rédacteur en chef de travailler sur le cas de cette femme. Même si celle-ci n'a pas le profil d'une femme respectable, le journaliste veut comprendre pourquoi on a pu s'acharner avec autant de haine sur elle, au point de lui asséner 39 coups de couteau. Surtout, la victime n'est pas encore identifiée et peut-être que son mari, ses enfants ou d'autres membres de sa famille sont à sa recherche. Il n'y a plus de temps à perdre. Thomas commence son enquête et se met en route vers le commissariat du quartier de Whitechapel, où l'autopsie a été pratiquée par un certain docteur Timothy Killian. Le médecin explique que la victime est morte vers 2h30 du matin dans la nuit du 6 au 7 août. Son meurtrier ne lui a laissé aucune chance. Ce dernier l'a poignardée 39 fois dans le corps et le cou, dont 9 fois dans la gorge, 5 dans le poumon gauche, 2 dans le poumon droit, 1 dans le cœur, 5 dans le foie, 2 dans la rate et 6 dans l'estomac, blessant également son bas-ventre et ses parties génitales. Le corps de la victime est formellement identifié quelques jours plus tard, le 14 août, par son mari, dont elle s'était séparée. Il s'agit de Martha Tabram, une mère de famille de 40 ans, qui a dû, à la fin de sa vie, vendre ses charmes pour quelques pennies et pouvoir dormir dans une pension du quartier. Mais alcoolique, elle dépensait souvent son maigre butin en bière et se retrouvait régulièrement à dormir dans la rue. L'enquête sur sa mort est conclue quelques jours plus tard, sans qu'aucun suspect n'ait été arrêté. Thomas est déçu et frustré de l'issue de cette enquête bâclée. Et il ne manque pas de le faire savoir dans les colonnes du Daily News. Mais cette frustration est de courte durée.
En effet, quelques jours plus tard, le 31 août, un autre meurtre va bouleverser son existence. Une autre prostituée est retrouvée sauvagement mutilée et égorgée à Whitechapel, plongeant le journaliste dans une spirale d'horreur. Une affaire qui met en scène un personnage qui hante encore aujourd'hui l'Angleterre et le monde entier, considéré comme le premier tueur en série de l'histoire moderne, un certain Jack l'Éventreur. Bonjour, je suis Florian Bayou. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à l'histoire de Jack l'Éventreur, un tueur en série non identifié qui a sévi dans le quartier de Whitechapel, à Londres, à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, je vous parlerai de son premier meurtre et du début de l'enquête pour tenter d'arrêter ce tueur fou et légendaire des bas-fonds de Londres. Nous sommes cette fois le 30 août 1888, vers 21h. Et les docks sont ravagés par 2 incendies, à proximité du fameux quartier de Whitechapel. Thomas Harding est sur place. Son rédacteur en chef lui a demandé d'écrire sur le sujet pour une parution dans le numéro du lendemain. Bien que peu emballé par le sujet, Thomas prend des notes sur ce qu'il voit et tente d'interroger des témoins, nombreux même à cette heure avancée. Beaucoup de travailleurs, de jeunes enfants livrés à eux-mêmes, mais aussi des prostituées, s'agglutinent dans ce quartier malfamé, où la criminalité atteint des records depuis des années. Le feu est intense et plusieurs dizaines de pompiers s'activent pour essayer de maîtriser les flammes impressionnantes qui illuminent la ville jusqu'au centre de Londres. La soirée est longue et après avoir interrogé plusieurs personnes aux abords des docks de la Tamise, Thomas est éreinté. Surtout, il n'a pas l'ombre d'un scoop en poche. Les témoins lui ont indiqué que des entrepôts de la Compagnie des Indes, où étaient stockés du gin et du brandy, se sont embrasés à cause de l'explosion d'une lampe à paraffine. Rien d'extraordinaire donc. Il s'agit d'un banal accident à une époque où l'électricité n'est pas encore utilisée en ville. Thomas rentre donc chez lui tard dans la nuit, sans le sentiment du devoir accompli, mais en espérant pouvoir profiter de quelques heures de repos. Alors qu'il marche dans les allées sombres et inquiétantes du quartier, où flottent les odeurs d'un abattoir tout proche, il remarque un attroupement au niveau de Bucks Row, une avenue parallèle à Whitechapel Road. Il est 4 heures du matin et les gens s'affolent devant le porche d'une maison délabrée. Thomas accourt pour voir la scène de plus près. Celle-ci est éclairée par les lampes des policiers qui sont déjà sur place, et il n'en croit pas ses yeux. Le cadavre d'une femme gît sur le sol. Elle a eu la gorge tranchée et baigne dans une mare de sang. Le jeune journaliste ne veut pas rater cette occasion. Malgré la fatigue qui le tenaille, l'adrénaline et l'effroi le poussent à investiguer cela de plus près. Une intuition s'empare de lui à ce moment précis. Il sent que ce crime est différent des autres qu'il a pu couvrir dans sa courte carrière. La violence de la scène est saisissante. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. L'aube n'est pas encore là. La rue est déserte et plongée dans l'obscurité, les lampadaires étant éteints depuis de longues heures. Cette femme est morte en pleine rue, sans que personne ne lui vienne en aide, au milieu de la crasse et de la misère de Whitechapel, comme Martha Tabram quelques semaines plus tôt. Mais Thomas constate que ce crime est encore plus violent que le précédent. Aurait-on affaire au même tueur ? Pourquoi s'acharner autant sur ces pauvres femmes ?
Il fait encore chaud en cette fin d'été, et l'odeur du sang se propage dans les narines comme une traînée de poudre. L'agent de police, John Neal, qui effectue les premières constatations sur la scène de crime, décide de prendre les choses en main. Il aperçoit un collègue qui l'envoie pour aller chercher le docteur Llewellyn, en permanence à la morgue du coin. Thomas Harding veut voir le cadavre de plus près. Mais l'agent Neal l'en empêche. « Monsieur, nous ne sommes pas au spectacle. Vous êtes sur une scène de crime. Veuillez circuler. » Thomas lui explique qu'il est journaliste et qu'il travaille au Daily News. Loin de rassurer le policier, ce dernier semble méfiant. Il faut dire que les relations entre la presse et les forces de l'ordre n'ont pas toujours été au beau fixe. Depuis 1855 et la suppression en Angleterre de la taxe sur la presse et la publicité, appelée Stamp Act, les journaux bon marché à grand tirage se sont développés, et avec eux la presse sensationnaliste. L'East End devient l'un des terrains de jeu préférés des faits diversiers, et les nombreux articles publiés ne sont souvent pas tendres avec la police, qui est régulièrement sous le feu des critiques, surtout dans les pages des médias progressistes, comme le Daily News. L'agent Neal intime l'ordre à Thomas de rester à l'écart. Il ajoute que s'il souhaite en savoir plus pour écrire son torchon, comme il dit, il n'a qu'à demander à l'inspecteur en chef, qui ne devrait plus tarder. C'est ainsi que quelques minutes plus tard, l'inspecteur John Spratling et le médecin légiste arrivent, escortés par le deuxième policier. Le docteur installe sa lampe et son matériel et commence, sans sourciller, à faire ses premières constatations. La rue est si calme que l'on entend uniquement les instruments que le médecin manipule sur le cadavre. Pendant ce temps, Thomas se présente à l'inspecteur en espérant rester avec eux. « Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Je me présente, je suis Thomas Harding, reporter pour le Daily News. » L'inspecteur le toise du regard, un sourire en coin sur le visage. C'est qu'il est habitué à avoir des journalistes à peine sortis de l'université qui le collent au basque. Thomas comprend qu'il va devoir ruser pour s'attirer ses faveurs et s'en faire un allié. Alors il explique à l'inspecteur qu'il serait bien pratique qu'il puisse se serrer les coudes. Lui-même est très souvent dans l'East End pour des articles sur des vols, des délits en tout genre, ou même juste pour rendre compte de la situation désastreuse du quartier. Ils pourraient se donner des tuyaux pour s'aider l'un l'autre plutôt que de se tirer dans les pattes. En plus, les agents de la Metropolitan Police sont débordés par l'ampleur de la tâche. Surveiller un quartier comme Whitechapel est une mission épuisante et dangereuse pour ces hommes, et Thomas le sait. Le journaliste propose donc un marché à l'inspecteur. Il lui donne en priorité ces informations s'il en obtient par des témoins ou proches de la victime, et en échange, le policier accepte de le laisser enquêter à leur côté pour son article. L'inspecteur est étonné par cette initiative plutôt surprenante et par l'aplomb du jeune journaliste. D'habitude, les reporters se contentent d'asséner des questions sans chercher l'approbation. Il ne sait pas trop quoi penser de cet homme qu'il ne connaît pas, mais qui lui semble fiable. Il se dit qu'avoir un journaliste près de soi peut être utile pour obtenir des informations, et surtout pour lui donner une image positive de son travail et de son équipe. « Deal !» lui répond-il simplement. Marché conclu. Thomas s'accroupit ensuite près du médecin pour pouvoir lui parler et mieux observer le corps. Ce dernier estime que la mort remonte à moins d'une demi-heure, soit vers 3h30 du matin, et pense qu'elle a été tuée sur place. Le corps n'a en effet pas été traîné sur le sol. Il n'y a aucune trace de lutte. Le docteur décide de procéder à une autopsie à la morgue du quartier. Grâce à l'approbation de l'inspecteur, Thomas se rend avec eux à la morgue. Et ce qu'il découvre est effroyable. L'examen met en évidence que les intestins de la victime ont été mis à nu et les organes génitaux sont saccagés. Une véritable boucherie. On détermine que la victime était une femme d'une quarantaine d'années, mesurant 1m58 avec les yeux marrons, le teint hâlé et une chevelure brune grisonnante. L'inspecteur John Spratling dresse quant à lui l'inventaire de ses effets personnels, qui ne font état que de quelques vêtements usés et rapiécés. Elle n'avait ni argent, ni bijoux sur elle. Une mention donne un indice précieux. Sur certains de ces vêtements sont inscrits le nom Lambeth Walk House, un hospice du quartier. L'autopsie indique que la victime a été attaquée par derrière. Les hématomes sur le visage indiquent que l'assassin l'a empêché de crier avant de l'égorger.
Quand elle s'est retrouvée sur le dos, le tueur a retroussé ses vêtements sur le visage pour l'étouffer. Pour autant, le docteur indique qu'il est impossible à ce stade de relier ce meurtre à celui de Martha Graham, survenu quelques semaines plus tôt. Le mode opératoire n'est pas le même. Martha Graham semble avoir subi un déchaînement de rage incontrôlé, tandis que cette nouvelle victime a été mutilée comme un cobaye. Une pure œuvre sadique. Il est à présent 8h du matin, et Thomas se décide à aller au bureau du journal pour expliquer sa macabre découverte au rédacteur en chef, et commencer à écrire son article. Pendant ce temps, l'inspecteur et l'officier Neal se rendent à l'hospice pour interroger les membres de ce foyer pour ouvriers sans le sou. Après avoir interrogé plusieurs personnes qui connaissaient la victime, celle-ci est identifiée le soir même. Il s'agit de Marianne Nichols, aussi appelée Polly, une prostituée occasionnelle, comme il y en a tant dans ce quartier pauvre et sordide de Whitechapel. Elle avait 42 ans. Après la relative indifférence sur le sort de Martha Tabram assassinée, quelques semaines plus tôt, celui de Mary-Ann Nichols émeut toute la ville. Les journaux relatent les derniers instants de la pauvre victime, et surtout, n'hésitent pas à exposer le rapport d'autopsie avec force de détail. Mais le jeune Thomas Harding n'est pas au bout de ses peines. En effet, quelques jours seulement après la mort de Mary-Ann Nichols, un autre meurtre vient secouer une fois encore par sa cruauté et sa barbarie et déclenche une véritable psychose à Londres. L'ombre d'un tueur en série commence à planer au-dessus de la population de Whitechapel. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de cette histoire, en évoquant le deuxième meurtre de Jack l'Éventreur, l'enquête de la police et du jeune reporter Thomas Harding, et une mystérieuse lettre qui marque un tournant dans l'affaire. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.